On ne cesse de me demander depuis 2 semaines ce que je pense de la situation en Israël. Je ne cesse de répondre que je suis inquiet, atterré, en colère, mais que je ne suis pas le plus qualifié pour répondre. Vous connaissez mes préférences concernant la zone de pertinence où doit se situer un commentaire à la synagogue le vendredi soir. Autrement dit, en fin de semaine, après que la scène du monde a livré son lot hebdomadaire de souffrances, d'horreur et d'avanie. Le niveau moyen de notre auguste assemblée étant vraisemblablement proche de la surinformation, j'ai toujours été enclin à penser que s'il est une actualité à notre bonne vieille Torah et à la paracha de la semaine, elle ne s'extorpe pas par une projection brutale au feu de l'actualité, mais se distille en une méditation textuelle où les trésors d'attention, d'ironie, de doute déployés par nos commentateurs pourvoient à sa véritable pertinence une distanciation percutante, personnelle sur la réalité de nos existences. Conviction enfin que pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même, et que cette discipline textuelle rend le mieux justice à cette géniale formulation de Kafka « Du bist die Aufgabe », c'est toi-même qui doit être la tâche. Mais ce soir nous sommes inquiets, atterrés, en colère devant la multiplication des attentats et des assassinats. Et puisque mes préventions d'une part ne suppriment aucunement la question qui m'est sans cesse adressée, mon avis sur la situation, et que le niveau des commentaires dans les médias d'autre part avoisine le 0, c'est à un commentaire sur ces commentaires que je me livrerai ce soir. Noé, qui donne son nom à la paracha de la semaine, voudra bien m'en excuser. Aussi, chers amis, de la situation en Israël, de ce que l'on en dit, voici ce que j'en pense. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre, disait Spinoza. Nous en sommes loin. À écouter les médias, il semble que la seule question qui vaille, plutôt que d'analyser les faits, à tout le moins de poser des perspectives en vue d'une compréhension, soit de savoir si nous sommes en présence de la 3e intifada ou pas. Obsédés par le seul sens de la formule ou par l'excitation produite par la récurrence d'actes dramatiques, la frénésie du logo et du hashtag relègue totalement l'ambition d'expliquer au second plan. Ou lorsque le média risque un commentaire, celui-ci rapatrie immédiatement un maximum de clichés disponibles, confinant au degré 0 de l'analyse politique. La sémantique tout d'abord. Combien de flashs d'infos n'avons-nous pas subi, nous informant le plus naturellement du monde qu'un Palestinien avait porté un coup de couteau contre un juif orthodoxe? Est-on sensible à la symétrie, au chef-d'œuvre de perspective biaisée que véhicule cette formulation? Nous aurions donc d'un côté un Palestinien, autrement dit le noble représentant d'une cause à vocation nationale, dont personne ne conteste la légitimité, face non à un Israélien, c'est-à-dire en bonne et loyale symétrie à un citoyen de l'État d'Israël, mais face à un Juif, être essentialisé dans son ethnie, sa religion, et rendez-vous compte, qui plus est, orthodoxe, tare dont on devine sans peine la charge obscurantiste dans le discours lumineux de nos commentateurs. Mais s'il n'y a jamais d'Israélien dans les analyses médiatiques, il est une version meilleure encore que le juif orthodoxe. C'est le colon. Attention, pas même l'habitant d'une colonie, non, le colon, dure et invariable espèce. Le Palestinien, mieux, le jeune Palestinien face au colon, voilà qui est bon, voilà qui permet de battre la coulpe française post-colonialiste sur la poitrine d'Israël, et voilà qui est maximal en portée rhétorique. L'analyse politique n'a pas commencé, que tout est déjà en place dans le vocabulaire pour déployer le drapeau de l'indignation. Nullité du commentaire politique qui, dans ce tropisme palestinien, prive surtout l'auditeur honnête de toute chance de percevoir les nuances. Distinguer à minima entre Fatah, OLP, Hamas ou djihad islamique, voilà qui entraînerait sur la piste savonneuse d'une analyse non paresseuse, du nécessaire exposé des agendas politiques de chacun. Ah, cette fameuse phrase, cette fameuse charte du Hamas, merveilleux haïku politique qui d'un trait de plume liminaire se propose pour but la destruction totale d'Israël, mieux des Juifs en tant que tels. Merveilleux Moyen-Orient où pour les médias, nulle faction, nulle dissension côté palestinien ne vient inutilement compliquer l'analyse, dont une version honnête relèverait tout de même que Mahmoud Abbas se maintient à la tête de l'autorité palestinienne sans mandat électif depuis 2009, ou que le Hamas a éjecté l'OLP de Gaza suite à un véritable bain de sang, et que les deux, bien sûr, sont censés être l'interlocuteur politiquement uni d'Israël, à qui il serait malvenu de faciliter la tâche.
Les Palestiniens n'auraient d'autre choix apparemment que de se ruer avec des couteaux sur leurs malheureux voisins. Mais pourquoi ne mentionne-t-on jamais que Ramallah est devenue une métropole florissante, avec une classe moyenne, une bourgeoisie en plein développement, et c'est tant mieux, que toute une génération de jeunes entrepreneurs palestiniens n'a qu'une seule envie, faire du business, et que beaucoup en font d'ailleurs en montant des projets avec leurs homologues israéliens. Cette image viendrait-elle contredire le dictat de misérabilisme auquel l'opinion est priée de se cantonner lorsqu'on traite de la Cisjordanie, délicieux paradoxe du colonialisme rampant, d'une certaine conscience tiers-mondiste, un tiers mondiste, un quart mondain peut-être. Mentionne-t-on d'ailleurs que Mahmoud Abbas cherche, il est vrai sans grande autorité, à modérer ses troupes? Est-ce là trop compliqué pour nos commentateurs qui préfèrent enfermer les acteurs dans la grille simple, préétablie du bon et du méchant? Serait-ce inutilement complexe de rappeler ainsi que malgré les événements qu'il endosse verbalement, Mahmoud Abbas poursuit la coopération sécuritaire avec Israël parce qu'il a peur de se laisser déborder par un mouvement qu'il pourrait ne plus contrôler du tout, de céder des parts de marché au Hamas, au djihad islamique ou autre Daesh qui cherche à s'implanter en Cisjordanie? Pourquoi enfin s'obstine-t-on à ne pas vouloir comprendre que Benjamin Netanyahou ne se situe pas sur l'échiquier politique israélien à l'extrême droite? Pourquoi les analystes plaquent-ils complaisamment, en une redoutable rémanence attardée 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie, leur mauvaise conscience colonialiste sur la situation israélienne? Pourquoi ne pas admettre, que cela nous plaise ou non, que l'actuel Premier ministre réalise l'équilibre entre une gauche totalement pulvérisée depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin et une droite qui, pour le coup extrême, prône les solutions radicales du transfert, du bouclage total, voire de la reconquête des territoires? Quand bien même ce serait pour le déplorer, pourquoi ne pas enregistrer de manière neutre que sous le coup d'une décennie d'attentats qui a totalement épuisé la société israélienne, le centre de gravité du corps politique israélien s'est en effet déplacé vers la droite, et percevoir que Benjamin Netanyahou, constamment réélu démocratiquement, se situe en fait au cœur du consensus politique? J'ai ma petite idée. Quand bien même les belles âmes se drapent, le cœur vert, blanc, rouge, dans leur empathie pour la cause palestinienne, elles témoignent en fait d'un insupportable paternalisme, colonialisme mal digéré, envers ces mêmes Palestiniens, qu'ils préfèrent supposer impuissants face à l'incorrigible méchant, préférant soigner sur leur dos leur impeccable indignation médiatique. On l'aura compris, je ne parle ni contre, ni en faveur de tel ou tel parti ni gouvernement. Mais nous, qui sommes le peuple du commentaire, nous sommes en droit d'exiger une équité, une honnêteté, une qualité minimale à l'information qui nous est livrée. Mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde, disait Camus. Nous sommes dédiés à cette exactitude, à tout le moins à cette mission de vouloir être exact et honnête. Les commentaires actuels sont un scandale, mais le problème est qu'ils sont davantage encore un désastre, qu'il pousse au désastre. Oui, désolé, mon vieux Noé, faut avoir quelque peu remisé devant l'actualité. Ton déluge n'est pas tout à fait le nôtre, mais il en a beaucoup à nous apprendre sur la manière dont la malveillance, le mal nommer les choses, peut aussi tuer, à grandes eaux ou à petit feu, une civilisation. Et pour te laisser tout de même le dernier mot, espérons, Noé, que ton nom soit porteur d'espoir. Noach, dont les lettres Nun Het veulent dire poser, reposer les choses, les problèmes, n'est-il pas aussi porteur, lorsqu'on inverse ces mêmes lettres, de Het Nun, autrement dit donne Chen, c'est-à-dire la grâce? Puisse la réalité être sensible aux effets de lecture. Shabbat Shalom.